Alors nous reprenons la série de vidéos sur l'ouvrage de Chancellor Williams, The Destruction of Black Civilization, la destruction de la civilisation noire. Alors ce chapitre-là, il est intitulé « La terre des Noirs était une vaste terre ». Et c'est exact. Or, quand on regarde la carte Mercator, le continent africain est présenté comme un continent qui n'est pas vaste. Vous comprenez? Hein? Alors que le continent africain est très vaste. Toujours cette volonté de minimiser l'homme noir, de le rabaisser, bon, voilà. Mais Chancellor William montre ici que c'est très vaste. Et c'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est des millions et des millions et des millions et des millions d'hectares. L'Afrique, la Russie rentre dans l'Afrique. La Chine rentre dans l'Afrique. L'Europe rentre dans l'Afrique. Vous voyez? Donc, il montre que vraiment c'était un pays très vaste. Hein? C'est cela. Hein? Il fait ici allusion notamment à l'Empire éthiopien qui s'étendait jadis de la Méditerranée au nord et au sud jusqu'aux sources du Nil dans le pays d'Abyssinie, qui a récemment repris le nom de l'Empire éthiopien dont il formait jadis ces provinces du sud-est. D'ailleurs, ces mêmes Éthiopiens avaient conquis la péninsule arabique, voilà, avec l'un des sous-rois, des vice-rois qu'on appelle Abraha. Hein? L'Éthiopie comprenait encore les 3 quarts de l'Égypte, ou jusqu'au 29e degré de parallèle nord. Hein? Et dit les Asiatiques étaient confinés au nord de la région du Delta, dans la région du Delta. Bon, ce qu'on appelle les Asiatiques, c'est les gens du Moyen-Orient, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on a parlé des 2 terres, dit-il. Bien connu de tous les historiens, mais jamais pleinement expliqué. Voilà. Expliquer les 2 terres, bien sûr, ferait exploser le mythe sur les bâtisseurs de la civilisation égyptienne. Donc, s'il veut dire que ceux qui viennent du Moyen-Orient, etc., étaient confinés dans la partie du delta du Nil, et c'est pour ça qu'on a parlé de la réunification des 2 terres. Voilà ce qu'il explique ici. Voilà. Il a été souligné que l'étude des Noirs doit commencer en Égypte car il y a plus de leurs monuments indestructibles qui y sont. Et en outre parce que de nombreux artefacts, je n'aime pas trop ces mots-là, hein, que les archéologues ont découvert au cours des 75 dernières années, ce sont les objets sacrés en réalité, soit en fait africains, découverts en Égypte, soit en fait africains, ces objets sont africains. Pourtant, le cœur de la race et le berceau de la civilisation se trouvaient en fait plus au sud, sous la première cataracte, centrée autour des capitales de Napata et de Méroé. D'ailleurs, il y a l'écriture méroïtique qu'on n'a pas encore déchiffrée. Voilà. Ceux qui viennent dire que l'Afrique est un continent sans écriture, alors que eux-mêmes, les Européens, n'avaient pas d'écriture. Ce sont les Noirs pélages qui étaient en Grèce, là. C'est eux qui leur ont appris l'écriture. C'est pour ça que les anciens Grecs appellent l'écriture les lettres pélagiques. Parce que les pélages, c'était des Noirs qui étaient en Grèce. Voilà. De là, la civilisation noire s'est étendue vers le nord, atteignant ses réalisations les plus spectaculaires dans ce qui est devenu connu comme civilisation égyptienne. L'état général des vastes étendues de terre sur le continent inhabité et inhabitable semblait soutenir la thèse occidentale selon laquelle les Africains n'ont jamais développé la civilisation valable. Non, pas de passé historique, etc. Bon, ça, ce sont leurs préjugés. Hein. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent et mettre ça où je pense. Voilà. Donc, c'est cela. C'est cela. Voilà. Or, l'Afrique est vaste. Et l'Afrique est vaste. Aujourd'hui, on voit des petits racistes qui viennent dire que oui, l'Afrique est surpeuplée. L'Afrique est sous-peuplée. L'Afrique est sous-peuplée. Hein? La Chine seule fait près de 1,3 milliard. Hein? L'Inde fait 1,4 milliard. Mais la chose de l'Afrique, dans laquelle on peut inclure la Russie, l'Inde et la Chine, hein, elle fait aussi 1,2 milliard.
Vous voyez? Donc, si on fait le ratio superficie et homme, l'Afrique est sous-peuplée. Mais comme ils ne veulent pas de notre existence, donc ils ne font que raconter des balivernes. Et puis, même si l'Afrique est surpeuplée, quel est leur problème? En quoi est-ce que ça les concerne? Et ils peuvent continuer de faire LGBT, c'est leur droit. Mais nous aussi, on a le droit d'être surpeuplés. C'est tout. Samuel Beckett est allé loin dans la promotion de l'idée d'infériorité innée africaine, même s'il a dû utiliser la zone la plus rébarbative d'Afrique pour le faire. Les terribles marécages du sud, une zone de Khartoum, qui, dans toute son étendue, est aussi grande que l'Angleterre. Bon, voilà. Personne ne prétendrait qu'aucun type de société civilisée ou sauvage puisse exister dans le sud. Voilà. Swampland, probablement la plus grande du monde. Pour cela, ni toute terre ni eau, mais une masse apparemment infinie de végétation en décomposition, de vignes en forme d'arbres entrelacés, de chaleur fumante de moustiques meurtriers, de crocodiles, d'hippopotames et d'autres formes inconnues de vie tropicale. La conclusion de Becker et d'autres était qu'ils étaient dans une terre où le temps s'était arrêté depuis ses débuts, où la vie n'a jamais avancé et l'espèce humaine a simplement tourné dans des cycles sans but, comme la vie animale dans le sud. Bon, ça, ce sont les disées du pauvre raciste Samuel Beckett. Bon, je n'aurais même pas dû lire ces fadaises-là. Voilà. Mais comme nous le ferons, certains des grands royaumes et empires, les constructeurs en Afrique disent ne pas avoir connu la signification de l'échec ou avoir eu des idées sur le fait de se rendre au destin. Et j'étais ici, ils ont conduit les gens et ont recommencé à construire. Partout, les groupes de réfugiés dispersés ont trouvé un endroit où le sol semblait propice à la culture et les terres inoccupées par les migrants précédents. Ils se sont installés et ont recommencé à construire des villages. Un sentiment de sécurité relative était un facteur nécessaire pour décider de commencer une nouvelle installation. Une question cruciale était: combien de kilomètres avaient-ils mis entre les chasseurs d'esclaves et eux-mêmes pour le genre de maisons et de bâtiments communautaires qu'ils érigeraient dépendait la démolition. Bon. Or, il faut comprendre que c'est l'agriculture qui est à la base de la création des villages et puis des villes. Voilà. Parce que tant que c'était la période du paléolithique où les gens étaient des chasseurs-cueilleurs, ils se déplaçaient sans cesse. Voilà. Donc, ils ne faisaient pas de village à proprement parler. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, il dit quoi? L'Afrique s'est donc présentée à l'Asie et à l'Europe comme la terre idéale pour l'exploitation. Voilà, c'est cela. L'histoire est complexe et multiforme. Et le serait si nous parlions d'une seule nation et non d'un continent entier. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur les grandes lignes de développement, les aspects à l'échelle de l'Afrique, ainsi que sur l'origine commune indubitable et la similitude continentale des institutions de base que reflètent ces aspects universels. C'est d'ailleurs pour ça que le très regretté professeur Cheikh Anta Diop a parlé de l'unité culturelle de l'Afrique. Nous avons une unité culturelle. Maintenant, c'est la réalisation de l'unité politique qui fait problème. Voilà. Parce qu'il y a des Africains traîtres qui s'y opposent, sans compter maintenant la volonté raciste et de domination impérialiste des Blancs, des Occidentaux notamment. Voilà. C'est cela. Voilà. Les guerres les plus féroces entre les Noirs ont eu lieu lors de la fondation et de l'expansion de nouveaux royaumes et empires, car si les groupes centraux étaient des confédérations volontaires, l'expansion de l'empire exigeait la conquête d'États voisins, généralement de petites chefferies indépendantes, qui préféraient conserver leur valeur absolue de souveraineté. Mais il faut dire que dans le système de gouvernance en Afrique, il y avait une large autonomie. Quand il y a le roi ou l'empereur, mais les chefferies locales sont là. Les chefferies locales sont là. Et c'est quand le roi ou bien l'empereur veut les solliciter que alors elles répondent. Mais sinon, il y a une gestion autonome. Voilà. À cause justement du principe des lignages. À cause du principe des lignages. Voilà. À cause du principe des lignages. C'est ça. Les Africains modernes
et étudiants africains ont eu tendance à mettre l'accent sur l'impact destructeur de l'impérialisme européen en Afrique, tout en ignorant les développements les plus dommageables de l'impact arabe avant la prise de pouvoir générale européenne au dernier quart du XIXe siècle, une période relativement récente. Ce point est important, car l'un des chapitres les plus remarquables de l'histoire des Noirs est celui qui traite de ces chefs et de ces gens intrépides qui, ayant perdu un État après l'autre avec les trois quarts de leurs parents, ont néanmoins dépassé toutes les forces de destruction et de mort et a commencé à construire, toujours une fois de plus, encore un autre État. Dès les temps les plus reculés, l'élimination de ces États, comme dans les souverainetés africaines dépendantes, avait été un objectif asiatique intensifié par des assauts musulmans après le 7e siècle de notre ère. Effectivement, à partir du 8e siècle, on voit les arabo-musulmans déferler en Afrique. C'est comme ça qu'ils ont brisé la dynamique des peuples amazirs ou berbères. Vous voyez? Voilà. C'est cela. Et que ceux-là même aussi islamisés sont venus attaquer l'Empire Sonrai. L'Empire Soninké, pardon, l'Empire Soninké. L'Empire du Ghana, le royaume de Ouagadougou. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a aussi l'impact de l'impérialisme arabo-musulman. On le voit encore aujourd'hui en Mauritanie. J'ai regardé un documentaire qui disait, oui, la Mauritanie est un pays arabe. J'ai riais, mais la Mauritanie n'est pas un pays arabe. Parce que le mot Mauritanie ça veut dire pays des Noirs. Mort, ça veut dire noir. Ceux qui sont, dit-on, qui se disent des Mauritaniens blancs ou arabes, ce sont les Beydanes. Et ceux-là, ils sont venus du Yémen. C'est du Yémen qu'ils sont venus. Ils ont pratiqué pendant longtemps un esclavage contre les Noirs. Contre les Noirs de la Mauritanie. Voilà. Ils appellent les Aratines. Ils veulent dire que ce sont des esclaves, etc. Mais comment est-ce que naturellement vous pouvez dire que quelqu'un est un esclave? C'est que vous aussi, vous êtes un esclave. Voilà. La grande chose qui s'est produite ici, pour répéter, est généralement passée sous silence, ignorée ou oubliée. La dernière étant une prétention, puisqu'un développement historique de cette ampleur pourrait difficilement être oublié des écrivains sérieux sur l'Afrique. Car ce qui s'est passé, c'est que l'impérialisme européen en Afrique a freiné et remplacé l'impérialisme arabe. Voilà. Les cris arabes contre l'impérialisme occidental sont des cris d'indignation contre les Caucasiens occidentaux pour avoir vérifié et maîtrisé voilà, la présence arabo-musulmane. Voilà. Eux-mêmes, ils se plaignent de l'impérialisme des Occidentaux, mais eux-mêmes, ils oublient qu'eux aussi, ils ont eu des attitudes impérialistes. Voilà. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ça les faits. C'est cela. En ce qui concerne ceux qui ont eu la chance de trouver des zones de peuplement prometteuses, le tableau était généralement celui de la construction de l'État et de la renaissance des institutions africaines de base qui, sans être oubliées, ne pouvaient être ni maintenues ni développées par aucun peuple à jamais sur le territoire. Mais qu'en est-il des innombrables sociétés qui fuient devant les hordes coucantes et les asservisseurs, ainsi que la famine, qui était le compagnon quotidien? Qu'en est-il de celles qui ont trouvé nulle part de terre promise? Voilà. C'est des situations comparables à tout ailleurs dans le monde à l'époque des gens qui pouvaient s'installer. Par conséquent, et développer une civilisation. Voilà. Il suffit à ce stade, il y avait maintenant de nombreuses sociétés d'Africains qui étaient virtuellement condamnés soit à mort de faim ou d'asservissement par les Arabes. Je suis encore dans la période pré-européenne, soit à la barbarie et à la sauvagerie, et dans de nombreux cas, même au cannibalisme. Bon, vous voyez, d'ailleurs, j'ai un docteur que j'ai formé, voilà, Yacouba Kone, qui a montré que l'expansion musulmane, en fait, c'est faite pour des besoins matériels. Ce n'était pas pour du prosélytisme, pour répandre l'islam, non. Parce que ces tribus qui sont sorties de l'Arabie, une terre désertique qui était très pauvre, comptait à travers les conquêtes s'enrichir. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, s'enrichir.
Voilà, c'est ce que la thèse de Kone Yakuba montre. C'est cela, et c'est ça les faits. D'ailleurs, quand les gens ont commencé à se convertir à l'islam, ils ont dit non, vous gardez vos religions, payez-nous les choses, comment on appelle ça, le tribut que nous demandons, payez-nous les impôts que nous demandons. C'est ce que les califes là ont dit. Aussi bien les califes Muawiyah de la dynastie des Omeyyades que ceux de la dynastie Abbasside. Voilà, c'est ça. Ça les faits. Bon, on parle de cannibalisme. Bon, c'est quoi? On a vu les Européens, hein, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils consommaient la chair des momies d'Égypte. Ils consommaient la chair des momies d'Égypte. Eux qui traitent les autres de sauvages. C'est eux qui consommaient la chair des momies d'Égypte. Mais en Afrique, quand on veut parler de cannibalisme, c'est lié à des sociétés d'initiation, c'est-à-dire des sociétés initiatiques. Et là, ce n'est pas que les gens mangent la chair pour manger la chair, non. C'est celui qui est le maître de la société initiatique. Quand il meurt, il y a certaines des parties de son corps qui sont consommées par les fidèles, si je puis parler ainsi, par les adeptes. Notamment, très souvent, c'est le sexe qui est consommé, le cœur, et puis, quelquefois, le foie et les poumons. Et puis, le cerveau. C'est comme ça. Sinon, on ne pratique pas le cannibalisme pour pratiquer le cannibalisme comme si on n'a rien à manger, alors que la terre de l'Afrique foisonne de toutes sortes de nourriture. Il y a plein d'animaux, il y a plein de fruits, etc. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre quand on parle de cannibalisme concernant l'Afrique. C'était à travers des sociétés initiatiques. Par exemple, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle la société des hommes panthères. La société des hommes panthères, ceux qui sont les maîtres initiateurs, c'était comme ça. Quand ils mouraient, certaines parties de leur corps étaient consommées. Mais ce n'est pas tout le corps qui est consommé. Voilà, donc c'est comme ça. Dans de telles conditions, il défendrait non seulement la rétrogradation de ces gens à la barbarie, mais au cannibalisme lui-même. La défense de ce dernier et Ezeka, il est bien établi que d'autres, prétendument autrement civilisés, reviendront à la sauvagerie et au cannibalisme pendant une période prolongée. Les conditions de faim, de soif extrême, lorsque la survie elle-même est la seule question qui domine l'esprit affamé de la faim. Mais voilà, on a vu, quand les Allemands ont occupé Stalingrad, etc., des gens ont été obligés de manger la chair de ceux qui sont décédés pour éviter de mourir de faim. Bon, ça aussi, c'est légitime. Hein? C'est légitime. On a vu aussi un cas comme ça où il y a un avion qui est tombé dans les Andes, dans la cordillère des Andes. Bon, ceux qui ont survécu au crash de l'avion, ils ont dû manger les corps de ceux qui sont décédés à la suite du crash. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, je présentais un point de l'ouvrage de Chancellor William, La destruction de la civilisation noire. Je suis le professeur Alou Kwame René.